bienvenue. Merci Dominique. Merci Dominique de passer ce temps avec nous, de partager encore une fois votre immense expérience sur les huiles essentielles. Ça va être un grand plaisir, surtout un sujet qui va être assez transversal. Et évidemment, on remercie les éditions Amiris qui nous permettent ces rencontres, les fameuses éditions Amiris. Et je viens de comprendre que vous étiez le premier auteur des éditions Amiris. C'est vraiment... c'est un événement, c'est un anniversaire. C'est, je vais dire, 30 ans de maison d'édition Amiris, 30 ans de voyage au Japon. Et donc, bonsoir à tous et toutes. Je suis très heureux, évidemment, de vous retrouver devant vous. Et un peu, selon mon habitude, je vais transpirer de ces huiles essentielles pour partager un maximum d'informations que vous ne connaîtriez pas encore, quoiqu'il y a beaucoup de livres qui en ont parlé. Mais Frédéric saura me tirer les verres du nez, comme pour aller chercher quelques nouvelles qui pourraient vous plaire plus spécialement. Quand on parle d'huile essentielle, on peut parler d'huile essentielle d'encens, de myrrhe. Et forcément, là, on s'élève, on prend de la hauteur et on se rapproche du divin. En odeur de sainteté, c'est ça. En présence de certaines odeurs telles que l'encens et d'autres, bien d'autres encore, eh bien, on favorise un cheminement sur soi, une introspection, et puis cela permet de prendre de la hauteur, facilitant la méditation, aidant à la prière, et même l'objectif ultime serait d'en arriver jusqu'à la contemplation. D'accord. Donc vraiment comme un canal, je dirais, entre tout ce qui est mortel et humain et tout ce qui est immortel et divin. Ça a toujours existé dans toutes les cultures, pas que dans la religion catholique, mais dans toutes les autres cultures, rites et religions. Il y a eu toujours de ces substances utilisées de cette manière-là. Oui. Alors en préambule, un petit rappel sur les éditions Amiris quand même. C'est assez important de savoir que c'est une maison d'édition qui a été familiale et qui a essayé de toujours créer du lien entre les auteurs et leurs œuvres, et surtout se rapprocher, mettre au centre du sujet le patient, la thérapeutique, la nature, à la portée de tout le monde. C'est vraiment une maison d'édition. Je ne sais pas si vous la connaissez. Évidemment, Dominique, je vous pose pas la question, mais n'hésitez pas à aller voir, parce que vous allez voir le champ d'application des éditions Amiris, qui sont évidemment versées dans la médecine naturelle. Et c'est cette connexion entre le patient et avec toujours ce lien très très étroit que Bénédicte a créé avec ses auteurs. Et c'est ça qui fait la spécificité. Elle connaît bien les auteurs, elle connaît bien leurs ouvrages. C'est une toute petite maison d'édition belge, il faut le dire, mais avec à chaque fois de très grands noms en termes d'auteurs, et qui ont la particularité de ne pas être des théoriciens, mais des cliniciens. Ils savent ce dont ils parlent parce qu'ils les ont utilisés dans leur pratique de médecine naturelle ou de médecine énergétique. Merci encore une fois. Alors, comme je l'ai dit, on voulait prendre cet angle, avec votre permission, l'angle des huiles essentielles au travers des âges. Alors, c'est vrai que la première question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on a le droit de donner des huiles essentielles, de poser des huiles essentielles, de faire respirer des huiles essentielles à un bébé, à un enfant, et à partir de quel âge et comment? Ça sera un petit peu le leitmotiv de ce soir, c'est aussi la posologie et les méthodologies d'application, parce qu'il y a une foultitude, mais on ne fait pas un cours d'aromathérapie ce soir, mais c'est juste des modes d'application. Si je devais caractériser une huile essentielle par rapport à un grand nombre d'actifs naturels et végétaux, je dirais qu'il n'y a rien de plus puissant et donc de plus efficace qu'une huile essentielle, par la densité et la concentration de ces molécules. Oui, ça c'est le beau côté de la médaille. C'est puissant, c'est efficace, ça marche dès la première application. Le revers de la médaille, et tout médecin, pharmacien ne le sait que trop bien, c'est qu'il y a potentiellement des risques associés davantage à une mauvaise utilisation qu'à l'essentiel en tant que tel. La toxicité, c'est pas tellement l'huile essentielle qui la donne, ce serait plutôt un mésusage qu'en ferait le patient. D'accord. Et donc, par rapport à cette puissance d'action, il est sûr que dans l'esprit
de beaucoup même de praticiens de santé. Oh, les huiles essentielles, pour les bébés, jamais. Bon, ben, je peux vous dire, par exemple, qu'une de mes très belles victoires grâce à l'enseignement à un public d'infirmières, c'est d'avoir, dans un hôpital universitaire de Bruxelles, l'emploi d'huile essentielle dans l'unité de onco-hématopédiatrie. Ah oui, c'est Onco-hématopédiatrie. ah, c'est pas dit. Utiliser des huiles essentielles et les enfants, avec un côté un peu ludique, se mettent à utiliser les petits mélanges que les infirmières ont préparés. Ça sent bon dans le service. Les parents voient les résultats, non pas pour traiter la maladie de l'enfant, du bébé, mais pour parer à tous les effets secondaires des médicaments bien nécessaires à mettre en œuvre par rapport aux pathologies de ces enfants. Donc là, si on parle d'enfants, mais en plus avec, je dirais, des cas particuliers, malheureusement, tous ne passeront pas au travers de cette épreuve. Et donc là, déjà, on peut dire oui, chez les enfants malades et gravement malades, on peut les utiliser, mais on peut étendre cela, je vais dire, à toute la pédiatrie, presque. J'espère quand même que au deuxième jour après la naissance, le bébé n'aura pas besoin d'une huile essentielle parce que s'on posera la question, oui, mais quel est l'héritage de santé, quelle est l'immunité qu'on lui a donnée? Mais s'il y avait cette nécessité, ah ben oui, je pense à un truc, tiens. Au moment de l'accouchement, lorsque les choses ne se passent pas trop bien et qu'il y a un hématome crânien du bébé à la naissance. D'accord. Eh bien là, si vous voulez, les sages-femmes, et j'en ai formé un paquet, savent qu'elles vont prendre une solution avec 30% d'hélicryse italienne, diluée dans n'importe quelle huile végétale, et certainement que l'huile végétale d'arnica sera encore meilleure. Elles vont faire une application toutes les 5 minutes pendant un quart d'heure sur le crâne en regard de l'hématome, alors que le bébé a à peine quelques minutes, quoi. Hein. Mais on peut le faire tout simplement parce que c'est une application qui va juste durer, non pas pendant plusieurs jours, mais juste dans le quart d'heure, quoi. Et la réponse du corps du bébé est quasi immédiate, parce que vous parlez de 15 minutes. Oui, oui. Ah ben, effectivement, avec l'électrice italienne, il y a ce côté, si c'est pas de la magie, c'est presque de l'ordre du miracle. Hein. C'est que l'hématome, c'est comme s'il se volatilisait, surtout si on agit rapidement, au moment même où l'hématome se trouve pris en compte. C'est incroyable. Et donc, sur la maman qui a des contractions douloureuses ou qui a peut-être comment dit-on ça, un retard de dilatation. Je cherchais le mot. Est-ce que, puisque on est dans cette salle d'accouchement, est-ce qu'il y a des odeurs ou des huiles qu'elle pourrait appliquer pour les futures mamans? Pour les mamans qui vont accoucher pour la première fois, elles peuvent en parler dans leur entourage et oh là là, ma pauvre, bon courage. Hein. Pas toujours très rassurant en termes de messages. Et donc, il y a quand même une certaine appréhension. C'est la première fois. Il peut y avoir un stress. On peut perdre pied ou enfin avoir, je dirais, un état ou un comportement qui demanderait à ce que ce soit pris en charge. Et là, généralement, on peut utiliser deux huiles essentielles. La première, et beaucoup d'auditeurs le savent, face à l'épreuve et pour traverser l'épreuve, s'il faut du courage, s'il faut être fort, il y a le laurier noble. Porte bien son nom. Ah, ben oui, hein, et on pourrait, rien que sur le laurier noble, on pourrait discourir pendant 1 heure sur, je dirais, cette huile essentielle qui mène à la victoire et accessoirement à la gloire. Bon. Donc, peut-être que dans le cas d'un accouchement, la gloire, quand même, hein, oui, mais c'est un acte glorieux, franchement. Alors, ça, c'est vraiment, on y est, on a confiance en soi, on est convaincu que ça va aller, le laurier va venir confirmer cet état. Et puis, il y en a une deuxième, qui d'ailleurs s'associe très bien avec le laurier noble,
ne vous étonnez pas, c'est la camomille noble. Ah oui? Ce sont les deux seules huiles essentielles qui ont un qualificatif de noble. Il n'y en a pas d'autres. Mais c'est aussi en rapport avec, si on faisait une archéologie de l'olfaction, qu'est-ce qu'on pourrait parler de ces huiles essentielles, parce qu'elles ont des centaines et des centaines d'années d'histoire et d'usage qui se retrouvent finalement dans l'emploi que l'on en fait aujourd'hui. La camomille noble, c'est celle qui relativise, qui vous dit à l'oreille, même pas grave, hein, Même pas mal. cool, relax, hein, détente, et elle met dans un état un peu second, un peu, on est comme dans de la ouate, là, on est ouf, et tout va bien, on est détendu. D'ailleurs, pour prouver un peu ce que j'annonce là, c'est celle qui permettrait très facilement de mettre un patient en hypnose. Ah oui? Alors qu'il résisterait et que ça ne pourrait pas marcher, sous l'action de la camomille noble, eh bien, on y arrive assez facilement. Or que sur la femme enceinte, on dit toujours qu'il faut rien mettre, faut rien prendre, à part le Spasfon et le Doliprane, et encore le Doliprane, on commence à avoir des réserves là-dessus. Donc, et là, vous n'hésitez pas, et évidemment, je vous crois, plus que c'est pas une question de provocation, c'est une vraie question. Vous n'hésitez pas à donner des huiles essentielles. Sous quelle forme vous allez lui donner à la femme enceinte? Alors, évidemment, là, on a parlé du bébé un petit peu, on parle avant bébé, ou même, ça dépend, parce que bébé, finalement, il existe depuis sa conception. Hein, et donc, si on agit sur la femme enceinte, je dirais toujours qu'il y a les 3 premiers mois de la grossesse, et puis la période à partir du 4e mois. Tout simplement parce que pendant les 3 premiers mois, il y a quand même la construction d'un tissu nerveux qui demande à avoir une prudence de sioux. Hein, on va y aller de manière très posée, non pas avec 200 huiles essentielles, mais une vingtaine sélectionnées pour leur efficacité versus confort à l'utilisation sans la moindre toxicité. Et là, on va pouvoir gérer les nausées. C'est pas au 4e mois qu'on a des nausées. Hein. C'est peut-être d'ailleurs le signe qui va annoncer qu'effectivement, il se passera un heureux événement dans quelques mois. Bien sûr, on peut agir sur les nausées. Mais tout le monde sait que la grande antinauséeuse de référence, la menthe poivrée, ne peut absolument pas convenir à la femme enceinte à cause de risques de toxicité d'un menthe poivré. D'accord. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Il y en a tellement d'autres qui ont aussi des activités antinauséeuses sans présenter un risque de toxicité équivalent à la menthe poivrée. Ceux qui sont coutumiers vont dire il y a le gingembre, sauf que parfois cette grande huile essentielle de la digestion, le gingembre, pourrait jusqu'à augmenter les nausées de la femme enceinte. Ah oui? Voulant dire qu'elle ne conviendra pas au plus grand nombre nécessairement. Pas grave, on la laisse de côté. Et classiquement, celle que l'on utilisera au quotidien et plusieurs fois par jour pour gérer ce trouble d'origine hépatique, ce sera l'essence de citron. Oui. L'essence de citron, tout simplement. Prendre une goutte d'essence de citron sur un petit support, ça peut être un comprimé neutre, un peu de miel, ou voilà, évitons le sucre si possible, mais directement en bouche. Et c'est par l'absorption de la muqueuse sublinguale et buccale que très rapidement, toute huile essentielle prise par cette voie d'administration agira sur l'organe, permettant de gérer au mieux les nausées. On rappelle aussi que ces petits cachets neutres se trouvent assez facilement. Oui, bien sûr. En pharmacie, en magasin bio, comment ça se trouve? Dans les 2 lieux de distribution, aussi bien en pharmacie que dans les magasins bio. Et ça porte bien son nom, c'est complètement neutre. Il n'y a pas de, c'est facilement digeste. C'est quelque part parce que la sage-femme sait que ses moyens thérapeutiques sont très limités avec les molécules de synthèse médicamenteuses, qu'elle cherche quelques autres possibilités et qu'elles arrivent chez nous pour que les huiles essentielles prennent le relais pour un mieux-être
et aussi pour agir de manière plutôt symptomatique. Parce que pendant la grossesse, évidemment, il y a toujours cette contrainte qui nous empêche de donner un traitement sur du long terme. Parce qu'au plus la durée de traitement serait longue et au plus on pourrait s'exposer à quelques effets indésirables. La femme enceinte qui vient me dire « J'aimerais bien que vous traitiez ma candidose digestive », je vais lui dire gentiment, il fallait y penser avant d'être enceinte. Et on y pensera. Alors, on y pensera après que vous ayez accouché. Bien sûr. Parce qu'une candidose digestive, il me faudra au minimum 4 à 6 semaines. Et par voie orale. Oui. Et donc, hop, là, on se retranche. Dès que c'est un traitement de longue durée, dans la grossesse, c'est exclu. Deuxième exclusion, en termes d'application, on évitera bien évidemment toute application au niveau de la ceinture abdominale. Parce que là, vous êtes en regard de la zone qui porte le fœtus. Donc, on oublie la ceinture abdominale. Et alors, il faut dire, et j'aurais pu commencer par là, d'un point de vue de la biochimie, on sait bien qu'il y a des molécules portant le nom de cétones, les cétones terpéniques, qui possèdent 2 risques pour la femme enceinte. Premier risque, elles sont neurotoxiques, et cela pourrait être délétère pour le fœtus, alors que justement, dans les 3 premiers mois, il construit son tissu nerveux. Et puis le deuxième risque, c'est qu'à des doses élevées, ces mêmes molécules dans certaines huiles essentielles pourraient jusqu'à favoriser un avortement. Ah oui, donc oui. Donc on ne saurait trop conseiller quand même à nos amis qui, je sais que ceux qui assistent à ce webinaire Amiris, évidemment, sont avertis, mais que eux-mêmes avertissent les gens qu'ils soient bien conseillés, non seulement par les ouvrages que vous avez commis, et aussi d'aller voir un praticien quand ce n'est pas pardonnez-moi, avec tout le respect que je vais pour les ouvriers, c'est pas de la bobologie, des petites huiles essentielles pour de l'appoint, évidemment. Donc il faut avoir un conseil avisé d'un professionnel pour qu'il n'y ait pas d'automédication dangereuse, et d'autant plus sur le bébé que sur la femme enceinte. Autant parfois on peut se tromper sur une petite huile essentielle, au pire on a un petit érythème, une petite brûlure ou quelque chose, éventuellement, je ne sais pas, mais en tout cas, bien être conseillé. Le bébé, la femme enceinte, la femme allaitante et d'autres patients aussi, on pourrait dire que ce sont des cas particuliers. Ce ne sont pas des patients comme n'importe quel autre patient. Et dès cet instant-là, il faut un niveau de connaissance, ne fût-ce que livresque ou bien tout simplement par l'expérience, qui monte au niveau de l'échelle, et bien sûr le conseil d'un aromathérapeute, qu'il soit médecin, pharmacien ou naturopathe, peu importe, mais s'avère nécessaire. On prend une espèce de garantie pour avoir toute l'efficacité sans avoir un potentiel risque d'effet indésirable. Alors, si vous le permettez, Dominique, il y a beaucoup de témoignages dans le chat, et je remercie toutes et tous de bien participer à cela. Et il y a, alors Muriel, on va parler peut-être dans un troisième temps, quelles sont les huiles essentielles qu'on peut utiliser pour mieux accepter un décès. On va voir un petit peu plus tard dans notre développement, si vous le permettez, Dominique. Et là, il y a Marie-Jeanne qui nous dit: j'ai soigné une brûlure du 2e degré chez mon fils avec la lavande aspic, calendula géranium rosa, et résultat surprenant. La listée citronnée en diffusion dans mon unité de soins palliatifs a beaucoup d'usages désodorisants, calmants, sensation de bien-être. Vous voyez, ça corrobore évidemment ce que vous disiez tout à l'heure. La menthe poivrée en application sur le sternum et en sublingual lors des nausées et du hoquet dans les pathologies oncologiques palliatives ont fait leurs preuves en soins palliatifs. Également très bonne antalgique. Voilà. Il y a plein, merci de témoigner parce que c'est vraiment un plaisir. Julie aussi qui dit, j'ai dû utiliser sur mon bébé à 2 mois efficace. Quoi donc, j'ai accouché avec les huiles essentielles et aucune douleur et surtout 2 magnifiques accouchements. Magnifique. Julie, de quoi? J'ai pas vu l'huile essentielle que vous avez utilisée. Peut-être le laurier noble ou la camomille noble, évidemment, puisqu'on était sur ce propos quand Julie a mis son
son message. Merci. Il est certain que par le biais de l'olfaction, on en arrive avec certaines huiles essentielles à agir sur les centres même de la douleur. Ouais. Et donc forcément, c'est comme si, par exemple, pour citer une huile essentielle telle que l'ylang-ylang ou la camomille noble, eh bien, c'est comme si on allait séparer les différents corps. Vous avez le somatique qui n'est que souffrance, douleur, mais la perception de cette douleur par l'esprit se trouve être mis à distance. Et donc, la douleur s'en trouve être relativisée et d'autant mieux gérée. D'ailleurs, l'ylang-ylang se trouve être utilisé chez les patients qui sont sous morphine. Ah oui? Et grâce à cet usage, par le biais de l'olfaction uniquement, grâce à cet usage, cela permet aux médecins algologues de réduire les doses de morphine. Et c'est tout bénéfice pour le patient parce que la morphine a bien sûr une toxicité et puis vous avez une accoutumance qui vous oblige à augmenter les doses au fur et à mesure que la pathologie avance. Donc c'est effectivement sur la douleur. Et c'est vrai que la gestion de tout type de douleur par des huiles essentielles permettent de rentrer dans des hôpitaux. J'ai un hôpital ici à côté qui a 4 types. Il propose dans l'hôpital aux patients 4 types de mélanges selon la nature de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est neurotrope, rattachée au tissu nerveux? Est-ce que c'est une douleur articulaire, musculaire, qui donc se trouve être au niveau du système locomoteur? Est-ce que c'est une douleur morale, une souffrance morale? Est-ce que c'est une douleur attachée à un spasme? Et donc là, bien sûr, il y a des huiles essentielles qui ont une activité antidouleur sur tout type de douleur, mais il y en a d'autres qui sont très spécifiques par rapport à la cause même qui a engendré la douleur chez le patient. Alors là, je reviens sur une question. Je ne suis pas un intégriste de l'aromathérapie. Je suis passionné, mais je ne vois que l'intérêt du patient. Et l'intérêt du patient me fait dire que, bien sûr, s'il y a des huiles essentielles, il y a tous les autres médicaments de synthèse et toutes les autres médecines naturelles qui, ensemble, peuvent participer à une guérison ou une amélioration de tous les symptômes parce qu'il n'y a pas de compétition. Il y a vraiment des activités de synergie, chacune ayant son propre mécanisme d'action pour permettre que, ensemble, comme une équipe, quoi. Si vous aimez le football, si vous avez 12 gardiens de but, je suis pas sûr que vous allez remporter l'épreuve. Vous n'allez pas prendre beaucoup de goals, mais on est d'accord, c'est comme dans un avion. Il faut un pilote, il faut... Voilà, c'est ça, les huiles essentielles entre elles, plus tous les médicaments et autres médecines naturelles, assurent une performance, une efficacité supérieure à ce que, individuellement, un seul type de remède aurait pu donner. Donc, on peut les utiliser en soins palliatifs avec beaucoup de bonheur, aisément. On peut les utiliser chez des patients qui sont sous traitement de chimiothérapie, mais là, c'est très compliqué. J'étais dans une table ronde il y a 1 mois à Paris avec 2 médecins oncologues, plus un médecin hospitalier, plus. Vous savez, le patient respecte et va suivre ce que dira son oncologue. L'oncologue ne connaît probablement pas les huiles essentielles et parce qu'il est ignare, et je ne lui en veux pas, mais il va refuser tout emploi de substances qu'il ne connaît pas. Parce que il va se dire, oui, mais n'y a-t-il pas un risque d'interférence d'une huile essentielle sur un remède de chimiothérapie qui pourrait réduire l'efficacité? Bon, on a beau lui dire, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a un intérêt manifeste. Oui, mais là, tant que ce ne sera pas enseigné en faculté, on prêche un peu dans les airs, sauf si le patient se dit, c'est ma santé. C'est proactif, bien sûr. J'entends le médecin oncologue, mais malgré tout, je peux, tout le monde, tout patient quel qu'il soit, a ce droit de prendre à lui seul, enfin pas à lui seul, mais décider pour lui
les remèdes qu'il mettrait en œuvre. Et toujours, encore une fois, d'être conseillé. Vous parliez tout à l'heure de la morphine. Est-ce qu'avec les huiles essentielles, d'une façon générale, est-ce qu'on peut avoir des accoutumances et des résistances aux huiles essentielles, comme vous parliez des morphiniques tout à l'heure? Est-ce qu'on peut carrément être addict aux huiles essentielles et voire même faire une intolérance à un certain moment, ne plus supporter les huiles essentielles? Vous avez l'exemple même devant vous. Je suis un addict des huiles essentielles. Et vous n'êtes pas guéri? Alors, ce n'est pas une dépendance, mais c'est simplement une relation avec l'huile essentielle qui nous fait dire qu'au quotidien, elles peuvent nous rendre service. À la différence d'autres dépendances qui peuvent créer des toxicités. Bon, les huiles essentielles, c'est une bonne addiction, entre guillemets. Tout comme je dirais, le chocolat belge, c'est également une bonne addiction. Pas tous, nous sommes d'accord. Pas tous. Il y a des chocolats belges qui sont très bons. Il y en a dans l'industriel qui sont moins bons, d'accord. Mais ça, c'est le propre de toutes les. Alors là, je rebondis surtout sur le phénomène de résistance. Cela fait plus de 10 ans que j'ai initié avec mon directeur de recherche et en collaboration avec la faculté de pharmacie de l'Université libre de Bruxelles, donc en Belgique, mais aussi la faculté de pharmacie de Grenoble, qui ont piloté, je dirais, la recherche suite à nos directives pour mettre en évidence l'intérêt d'utiliser des huiles essentielles sur des pathologies bactériennes, mais de ces bactéries qui résistent aux antibiotiques et qui créent chaque année, alors, plus de 500 000 décès dans le monde provoqués par l'incapacité des antibiotiques à éliminer ce genre de bactéries. Alors là, je pourrais là encore passer beaucoup de temps. Je vais faire simple en disant que une huile essentielle, je vais faire des frustrés parce que je peux pas la nommer. Ben oui, une question de confidentialité, il y a un brevet qui est déposé, donc malgré tout, il y a moyen d'aller chercher à la source quelques informations, mais qui, mélangé, je dis bien mélangé à l'amoxicilline, permet de créer, entre guillemets, des ouvertures dans le biofilm dans lequel se protège la bactérie. C'est comme si vous voulez rentrer dans un château fort. On l'explose. C'est pas possible, il y a des portes, il y a une herse. Eh bien, je vais dire, l'huile essentielle va défoncer la porte du rempart, permettant aux troupes derrière, aux antibiotiques, de rentrer au cœur pour atteindre, de manière imagée toujours, le donjon et la prise de bastion. Voilà. C'est de très très bonnes, ça donne d'excellents espoirs parce qu'on craint toujours l'antibiotique de dernier recours qui est caché dans la pharmacie de l'hôpital parce que à force de résistance et d'effets secondaires des antibiotiques, ils sont poussés les pharmaciens des hôpitaux à aller chercher l'antibiotique qui n'est pas en vente libre, etc. Donc c'est source de grands espoirs. C'est là où on mesure la limite de la chimie de synthèse, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a plus eu une nouvelle classe d'antibiotiques qui a pu être inventée. On reprend les anciens, on les chipote un peu comme pour faire un peu d'innovation, avec l'espoir d'avoir quelques nouvelles activités. Oui, mais ça ne dure qu'un temps, mais bon. Et l'antibiothérapie et la résistance, pas qu'au niveau des bactéries, Regardez un peu un parasite, un bête parasite comme le poux. Chez vos jeunes enfants, le poux, c'est un vrai problème. Il n'y a rien pour le détruire au niveau de la chimie de synthèse, ou alors des produits particulièrement toxiques. Avec les huiles essentielles, on peut débarrasser ce genre de parasites. Et les virus, attendez, tous ceux qui m'écoutent savent bien que je ne suis pas un complotiste, mais je suis un non-vacciné du Covid. Non, c'est parce que vous êtes passé plusieurs fois à la pharmacie, elle était fermée et vous n'avez pas pu le faire, c'est tout. Oui, c'est pas de chance quand même. Non, mais quand on connaît les huiles essentielles, il y a comme une évidence à dire que sur des actions antivirales, nous surclassons et de très loin
tout ce qui peut exister en chimie de synthèse. D'ailleurs, y a-t-il vraiment quelque chose en chimie de synthèse qui puisse détruire quelque virus que ce soit? Si vous avez une varicelle, j'attends toujours le médicament qui va détruire. Ou si vous avez une mononucléose, si vous avez simplement une bête grippe, il y a rien en chimie de synthèse qui vous offre autant de facilité et de moyens de lutter rapidement, efficacement, par rapport à tout type de pathologie de ce type. Alors Dominique, on est parti dans des grandes généralités qui étaient absolument indispensables, mais revenons au petit enfant. Hein. Oui. Vous avez magnifiquement commis ce Oui. ouvrage. Est-ce qu'il est flou ou il est un petit peu flou? Voilà. Pardonnez-moi, voilà, là il n'est pas flou, on me cache, c'est bien. Ça s'appelle Les bobos de Bambin de Baudou. C'est pas magnifique ça? Merveilleux, mais j'ai validé le titre avant que j'en arrive à ce stade où déjà à cette époque-là j'avais 4 enfants, mais maintenant j'ai 9 petits-enfants. Que Dieu Et vous vous garde. imaginez que j'ai mes Kobe à domicile. Ah bah voilà, les pauvres. Hein. C'est pas Quand je charitable, parle de l'essentiel sur bébé, c'est parce que j'ai pu en mesurer tout le bienfait auprès des miens, et grand bien leur fasse d'ailleurs. Et donc, alors, soyons plus concentrés sur notre discours et conseils. Il y a le bébé, je dirais, du premier jour à 12 mois, puis le bébé de 12 mois à 30 mois, et puis le bébé ou le jeune enfant au-delà de 30 mois. Bon. Pour tout type de bébé, d'enfant, de nourrisson, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles presque exclusivement par la voie cutanée. Tout le monde le sait. Ceci étant dit, la voie cutanée de bébé et de tous les bébés, c'est un organe, une peau qui est particulièrement sensible. Et donc la grande recommandation, c'est un conseil, c'est une précaution, ce n'est pas une obligation formelle, mais autant aller vers cette recommandation de prendre une huile essentielle et de la diluer dans une huile végétale. Et la dilution, c'est assez simple. Si je prends un nourrisson de moins d'1 an, par application, je prendrai 1 goutte d'huile essentielle. Et l'huile essentielle, évidemment, ne sera pas caustique pour la peau. Elle ne peut pas être agressive déjà dès le départ pour la peau. Et donc, 1 goutte d'huile essentielle et je vais y ajouter 2 gouttes d'huile végétale. D'accord. Donc, je fais un petit mélange de 3 gouttes et je vais appliquer en regard de l'organe cible au niveau de la peau ce petit mélange chez bébé. S'il a un trouble digestif, ce sera sur le ventre. S'il a un trouble respiratoire ou catharal, ce sera sur le thorax ou alors sur le haut du dos. Ou encore, comme je recommande souvent, de faire une tournante dans les applications pour que ce ne soit pas toujours la même zone cutanée qui reçoive 4 à 6 fois l'application sur la journée. On dira la première application du matin sur la voûte plantaire. La voûte plantaire est un endroit fabuleux pour l'administration des huiles essentielles. La peau est fine, l'huile essentielle va donc pénétrer aisément la peau, mais c'est une peau fine qui est très résistante. La peau de la voûte plantaire. Et puis, vous avez le flux sanguin dans sa circulation qui passera toujours par la voûte plantaire. Donc, c'est un moyen de diffuser dans tout l'organisme les huiles essentielles. La deuxième application, 2 ou 3 heures plus tard, sur la peau en regard d'organe cible, mettons, chez les nourrissons, les bébés, c'est souvent tout ce qui est catharal, viral, sur le thorax. Et puis, on fait une 3e application le midi, et là, on ira sur le haut du dos, et on va répéter une 2e fois ce cycle, en vous disant que le nombre d'applications est important pour l'efficacité. Si vous avez une pathologie virale, ce n'est pas avec une application matin et soir que vous allez pouvoir traiter la pathologie. D'accord. Il va falloir un nombre d'applications de 4 à 6 fois par jour. D'accord, voilà. Quand même. Oui, mais avec le bénéfice, c'est que si on s'y prend suffisamment tôt, ça stoppe dès les premiers symptômes, en 3 ou 4 jours, plié, emballé, c'est OK, terminé. Ni antibiotiques, ni paracétamol ou je ne sais quoi. Ah non.
D'ailleurs, un antibiotique, pour une activité antivirale, j'attends toujours une publication qui viendrait me le prouver. Ah, ça, oui, nous sommes d'accord. Et puis d'accord, et s'il y a de la fièvre, l'huile essentielle que je vais utiliser, entre guillemets, le Ravinsara, par exemple, pour les pathologies virales, catarrhales et pour tout ce qui est viral et surtout chez le bébé, va permettre de gérer quand même tout ce qui est température. Et la température, c'est une bonne chose. Sure. Cela veut dire qu'effectivement, bon d'accord, vous n'êtes pas confortable quand vous avez de la fièvre. On est bien d'accord. Mais j'en connais un autre qui est encore bien plus mal que vous, c'est le virus. Absolument. Parce qu'un virus à 40 de fièvre n'a plus la capacité de se répliquer, de se développer. Donc c'est presque une erreur fondamentale de vouloir à tout prix, à tout moyen, revenir à 37. On est contre nature. Je dirais simplement, il faut pouvoir gérer la vitesse de la croissance de la fièvre, évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais une fièvre à 38, 38,5, 39, pendant 2 ou 3 jours, c'est pas drame en soi. Il faut bien hydrater. Il faut hydrater, surveiller, tout. Oui, bien sûr. Un bain plutôt à 35, 36 degrés et pas à 40. Enfin bon, bref, peu importe. Bon. Et donc ça, c'est vraiment en termes. Maintenant, ça, c'est lorsque vous avez des symptômes viraux, des pathologies infectieuses ou bactériennes, on a ce besoin d'aller répéter beaucoup plus souvent. Si vous êtes en prévention, parce que la prévention, c'est la plus belle des médecines. Oui, je vais déposer ma seule et unique petite fille sur les 9, la petite dernière. Je vais la déposer à la crèche parce que maman était par là, mon épouse était ailleurs, et donc on demande au papy à aller. Bon. Et la puéricultrice me dit, écoutez, il y a une épidémie à rotavirus, c'est en train de tomber comme des mouches là. Ok, merci, capté. Je donne à ma fille le bébé le soir après l'avoir récupéré. Elle dit, tu utilises en prévention tel petit mélange? Oui, papa, je connais les essentiels, je le mets. Le lendemain, je vais reconduire le bébé à la crèche. Et là, on me dit, écoutez, il y a déjà la moitié des enfants qui sont pas là. Et il y a même une des puéricultrices qui est malade. Ok, merci. Et ainsi de suite. Et puis au 4e jour, je vais être de manière un peu caricaturale, il n'y a plus qu'une puéricultrice, mais il n'y a plus qu'un bébé. C'est le vôtre. L'autre. On m'a dit, waouh, quelle santé, mais quelle santé. Bon, ils ont une santé comme tous les autres bébés, sauf que on a géré un environnement à risque et on parvient à passer au travers des gouttes. Mais moi, je fais pareil. Je suis lundi, je suis au Kenya. Je vais pas mal voyager au Kenya au travers de plantations aromatiques et je vais manger local. Je vais prendre ma petite capsule d'origan le matin, le soir, pendant toute la durée du séjour. C'est une espèce d'assurance. C'est une assurance. Vous risquez pas grand-chose en plus. Non, et en plus avec l'origan, c'est plutôt tonique, donc ça va me permettre d'être en très bonnes conditions physiques. Ça, c'était pour le bébé jusqu'à 12 mois. Alors, de 12 mois à 30 mois, je prends non pas une goutte, mais 2 gouttes d'huile essentielle et je vais y ajouter 4 gouttes d'huile végétale. Donc, je mets toujours 2 fois plus d'huile végétale que ce que je n'ai d'huile essentielle. Toujours pour réaliser cette dilution, entre guillemets, à 33,33% pour celui qui est un matheux et qui nous écoutait. Je veux dire 30%. Bon. Mais le nombre d'applications ne change pas. Ce sera toujours 4 à 6 fois en fonction de la sévérité. Dominique, excusez-moi, je vous interromps. Quand vous parlez d'huile végétale, très souvent, les pédiatres, les puéricultrices, même les infirmières disent, mais attention, il y a des risques toujours d'allergie ou d'intolérance avec les huiles essentielles, les huiles végétales de fruits à coque, comme l'amande, comme l'abricot, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire un petit test avant? Est-ce que l'on doit privilégier, par exemple, l'arnica ou autre que l'huile d'amande douce ou l'huile d'abricot ou l'huile de je sais plus quelle autre? Alors, effectivement, il est sage, entre guillemets, d'éviter tout ce qui est huile végétale de fruits à coque. D'accord. Bon. Mais on peut prendre de l'huile végétale de noyaux d'abricot. Ça passe.
Ça vient d'un noyau, mais le noyau, c'est pas un fruit à coque, hein. Quand on voit l'abricot, il y a autre chose à manger que ce qu'il y a dans le noyau. Mais on peut prendre aussi, et ça c'est encore mieux pour les peaux sensibles, de l'huile végétale de calendula. Oui. Le calendula, c'est vraiment par rapport à toute peau hyper réactive qui pourrait se créer quelques petites rougeurs diffuses. Et ça, donc, avec les huiles essentielles, ça devient un support presque parfait dès l'instant où on travaille sur la peau des bébés. Très souvent, alors je vous ai interrompu sur la chronologie, mais sur ces petits bouts qui ont des mots MAUX, la gestion de la douleur, est-ce qu'elle se fait uniquement par la gestion de l'attaque contre le virus, contre la bactérie, ou bien il y a des huiles essentielles qui permettent de gérer directement la douleur en parallèle de l'attaque virale ou bactérienne ou je ne sais quoi? Et quand on a un symptôme ou une pathologie, je peux prendre la grippe. Hein. Les symptômes de la grippe, c'est de la fièvre, c'est une production habituellement catarrhale. Vous avez l'agent causal, un virus, et vous avez souvent aussi des douleurs de type courbature associées à n'importe quelle grippe. Mais c'est là la raison pour laquelle une synergie d'huile essentielle va venir toucher chacune des composantes de la pathologie. C'est vraiment une équipe et toi, tu vas t'occuper de tel problème pendant que moi, je me charge de tel autre problème. D'accord. Comme un petit peu, quand vous sortez avec une ordonnance, vous avez l'antibiotique, vous avez votre Doliprane et vous avez encore un... Bon, et c'est pour ça que l'aromathérapie, ce n'est pas une médecine parallèle. Je veux dire, c'est un copier-coller dans le mode de raisonnement du médecin, si ce n'est que nous travaillons avec des molécules d'huile essentielle, des molécules naturelles, de la biochimie, alors que le médecin et ses médicaments, eh bien, travaillent avec des molécules de synthèse, la chimie. Oui, avec la différence que très très souvent, la phytothérapie, l'aromathérapie va travailler en amont aussi à la source. On va essayer de retrouver la source aussi des problématiques. La médecine conventionnelle, avec tout le respect que je lui dois, et je suis très content que la médecine conventionnelle existe évidemment, mais elle est symptomatologique, symptomatique plus. Donc c'est vrai que le travail d'urgence, j'ai une grippe, j'ai ceci, j'ai cela, c'est de travailler sur le symptôme, mais en amont sur la chronicité, très souvent. L'aromathérapeute, le phytothérapeute et la médecine intégrative va aller en amont et c'est toute la gageure. Alors, je vais dire, les huiles essentielles, par leur intensité, je me la réserverai peut-être davantage pour tout ce qui est symptômes sévères ou quelque part agir vite et bien pour casser ou couper l'herbe sous le pied de tout développement d'état inflammatoire ou d'état infectieux. Je pourrais agir aussi avec des huiles essentielles sur le terrain immunitaire, digestif, nerveux, oui, mais à ce moment-là, je dirais les huiles essentielles viendront peut-être davantage associées avec de la gémothérapie. Parce que la gémothérapie, c'est vraiment beaucoup plus une médecine de terrain, alors que dans des symptômes, elle n'atteindra pas l'efficacité que présenteront les huiles essentielles. D'accord. C'est pour ça qu'elles peuvent s'associer utilement dans des pathologies chroniques où le terrain est pris en charge par la phytothérapie, la gémothérapie, l'homéopathie, mais en cas de récidive, à ce moment-là, on sort l'artillerie lourde, les huiles essentielles pour couper court à toute tentative de récidive. Ce qu'on verra aussi au fil de ce webinaire, c'est les douleurs articulaires un petit peu chroniques, où les huiles essentielles sont des très bonnes indications, mais on y viendra. Je vous ai interrompu sur une deuxième phase de la petite enfance. Oui, là je disais simplement qu'au niveau de la dose, on a adapté. Ce n'est que normal. La masse corporelle va nous inciter à adapter la dose. Si vous avez un bûcheron canadien qui fait 150 kilos par rapport à une jeunette française qui en fait 40, on n'est pas tout à fait calé dans les mêmes doses. C'est tellement rationnel. Comme tout médecin ferait aussi pour une dose de médicaments. Bon.
Alors, bien sûr, en dessous de 3 ans, on pourrait tenter au besoin, mais c'est compliqué, d'administrer comme un sirop aux huiles essentielles. Tout simplement parce que la voie orale pourrait venir en support. La voie cutanée, on va toujours la garder. Mais en cas d'infection sévère, on précise, je vais quand même utiliser une deuxième voie d'administration, un sirop, mais 9 fois sur 10, c'est l'échec, parce que les huiles essentielles ont une puissance au niveau du goût qui empêche le bébé d'accepter l'huile essentielle en tant que telle. Non, c'est juste pas possible. Maintenant, il y a une voie d'administration qui est souveraine, qui est géniale, qui est waouh, c'est la voie royale pour administrer les huiles essentielles. C'est la voie rectale. Autrement dit, faire des suppositoires aux huiles essentielles. On n'a rien inventé. Regardez un petit peu le laboratoire pharmaceutique français, qui est un laboratoire centenaire, qui s'appelle Lebrun. Eh bien, ils ont vendu des millions d'eucalyptine Lebrun en suppositoire. C'est vrai que ça existait pour historique. Bébés, pour enfants, pour adultes. Et puis, vous aviez 3 autres suppositoires où c'était eucalyptine folcodine. La folcodine est une substance chimique de synthèse qui était mélangée à l'huile essentielle d'eucalyptus dans un suppositoire lorsqu'il y avait un phénomène de toux très important et la folcodine était l'antitussif de référence. Bon, donc on n'a rien inventé non plus, mélanger huile essentielle et médicaments de synthèse, ça existe. C'était sous nos yeux. C'était sous nos yeux. Oui, et eucalyptine Lebrun, il y avait 2 sortes de sirop et il y avait même une capsule eucalyptine. Donc c'est pour dire, écoutez, la France a été depuis longtemps, quelque part, un grand initiateur d'une démarche qui est tombée dans l'oubli, mais que nous avons remis au goût du jour, je vais dire. Ça existe avec, toujours bien sûr, une connaissance poussée au niveau moléculaire. Ça existe toujours, ces suppositoires? Ils existent toujours? Mais non, parce que c'est un médicament. Ah, d'accord. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très sympa pour le ministère de la Santé. Vous savez, un médicament qui a 100 ans, ça se vendait il y a 100 ans 50 cents la boîte. Mais pour qu'un médicament puisse augmenter son prix au fil des décennies, il a demandé l'autorisation au ministère de la Santé. Alors, si vous dérangez un peu l'industrie du médicament de synthèse, on vous dit non, vous pouvez pas augmenter le prix de votre médicament. Bon, autant dire que les laboratoires Lebrun, n'ayant pu s'adapter au prix au fil des années, sont disparus. D'accord. Moi, je préconise encore les suppositoires de Cocclucédal. Je sais pas si. Ah oui. Ok. Ça marche. Ça existe encore. Ça existe encore enfants et adultes, et ça fonctionne. Donc c'est assez naturel. L'avantage du suppositoire, pas que pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte et certainement pour les seniors qui sont peut-être grabataires ou qui vont, ou même ceux qui sont en soins palliatifs, c'est que, si vous voulez, on évite la voie digestive lors d'un premier passage. Donc, l'huile essentielle résorbée par les veines hémorroïdaires et non pas par la veine porte, arrive dans la veine cave et font un premier tour dans l'organisme. Ça veut dire que l'huile essentielle se retrouve biochimiquement dans son intégralité dans le flux sanguin. Alors que si vous avalez une huile essentielle, il y a les sucres et les enzymes digestifs, il y a le foie, il y a et même sous la peau, l'huile essentielle va quand même connaître un certain nombre de changements par le métabolisme cutané, mais la voie rectale, elle respecte la biochimie. Mais actuellement, nous pouvons, avec vos conseils, vous avez parlé tout à l'heure de la pastille neutre pour mettre une goutte. Donc, on peut demander une formulation avec un support qu'on peut mettre par voie anale, c'est ça? Ah, non, le support, il n'est que par voie orale. Non, mais il n'y a pas une façon, une capsule qui pourrait être introduite par voie anale. Non. Ça n'existe plus. D'accord. C'est-à-dire qu'un médecin peut prescrire une préparation à base d'huile essentielle à mettre en suppositoire. D'accord. Et le pharmacien, normalement, a encore tout le matériel pour réaliser des suppositoires.
D'accord. Il y a de moins en moins de préparatoires en pharmacie, hein, donc, Ouais. ou alors ils vont sous-traiter la préparation à une pharmacie qui s'est spécialisée dans ce genre de préparation galénique. Et donc, ça ne se trouve pas là. Oui, ça c'est justement, et je n'invite pas, même si c'est Oui. enfantin, c'est plus facile que de faire la cuisine, hein, faire des suppositoires, c'est enfantin, Ouais. mais il ne faut surtout pas que le consommateur aille acheter sur Internet le strip à suppositoire et la cire qui permet de couler les suppositoires et les huiles essentielles, parce que là, l'erreur de la dose d'huile essentielle que l'on pourrait mettre dans le suppositoire est un risque majeur Donc, d'une automédication qui serait malsaine. d'accord. Donc, on entend votre conseil. Moi, je pensais qu'il y avait encore des possibilités là-dessus. Bon, c'est clair, au moins. Petit témoignage de Pascal qui dit: mon petit-fils, 1 an, a été piqué à travers son pantalon par un bourdon noir canadien, venimeux, hurlements et œdème importants prenant le mollet. Rien pour diluer l'huile essentielle de lavande vraie que j'avais. J'ai appliqué une goutte, calmant immédiatement, et plus de traces de piqûre le lendemain en une seule application. Yahoo! Bravo! Une autre. Infection virale ORL soignée par inhalation titri, eucalyptus radié, plus Ravinsara. On a des initiés hein, dans le chat. Hein. Oui, oui. Je n'entends que de bonnes choses. C'est magnifique ça. Hein. Ravinsara est un linalol voie cutanée, pas de température. Ensuite, sinusite avec sécrétion pas propre. Origan compact, gélule, 3 fois par jour pendant 7 jours. Très bon résultat. Pas su obtenir un rendez-vous chez un ORL finalement. J'en ai pas eu besoin. Eh ben bravo. Alors, petite remarque, ça c'est un peu l'expertise qui m'invite à dire, pour toute piqûre d'animaux venimeux, que ce soit une guêpe, une abeille, une vipère provençale, une fourmi, une araignée, la lavande vraie, c'est bien, c'est très bien, mais si vous voulez avoir le top du top avec une activité spectaculaire, il faudrait prendre de la lavande aspic. D'accord. Lavandula spica. Qu'est-ce donc qu'un aspic? Aspic est le nom d'un serpent, d'une vipère. Et c'est pour ça que la lavande, cette lavande-là s'appelle lavande aspic. Parce que lorsque un chasseur provençal, en se baladant avec son chien, se fait agresser par un scorpion de Provence ou par une vipère ou par une guêpe, bon, mais c'est pas grave. Il n'a qu'à se baisser, il cueille la fleur de cette lavande sauvage, la lavande aspic, et frictionne la fleur à l'endroit de la morsure pour que la friction puisse libérer un peu d'essence de la fleur et piqûre, un quart d'heure plus tard. Ils sont pistonnés, hein. Ils sont pistonnés. Ils ont le remède juste à côté de la maladie. C'est sympa, ça. Hein. Oui, et la lavande aspic pour les piqûres de méduses. Là, dès que les beaux jours arrivent, c'est toutes les pharmacies de toutes les côtes françaises, et Dieu sait s'il y en a. Monsieur le commercial, vous me mettrez 24 flacons de lavande aspic, surtout que pour les brûlures, c'est aussi celle-là qui marche le mieux. Oui. En été, non seulement il y a les baignades, mais le coup de soleil, c'est une brûlure, et puis le barbecue pour suivre le risque est là. Donc, c'est vraiment la lavande aspic, une des huiles essentielles que vous devez obligatoirement avoir à disposition, surtout si la famille est grande. Moi, d'ailleurs, je la surnomme le SAMU. Ah bah oui. C'est le SAMU. C'est une huile essentielle des urgences. Brûlure, piqûre, voilà. Peut-être pour finir avec nos petits bambins, parce qu'on peut pas couvrir toutes les pathologies, évidemment. Ça serait l'objet de toute une année d'études. Hein. Donc, je rappelle que vous avez écrit ce petit ouvrage tout à fait charmant. Hein, ça s'appelle Les bobos de Bambin de Baudou. Hein, et là, vous avez pas mal de formulations. Juste peut-être, assez souvent, on voit des enfants, et on finira avec les enfants avec cette pathologie, si vous voulez bien, avec de l'eczéma assez un prurite assez important qui couvre tout ou partie du corps. Est-ce que, au-delà du fait des conseils hygiéno-diététiques avec l'arrêt des produits laitiers, peut-être avec ceci ou avec cela, quelque chose pour soulager nos petits bambins de ces maux? On a bien conscience qu'il y a en amont quelque chose de plus métabolique. Alors, les eczémas, je parle des eczémas et non pas de l'eczéma.
D'accord. Parce que vous avez de l'eczéma, je vais presque dire atopique, constitutionnel. Et là, je pourrais dire, c'est une réaction inflammatoire de la peau. Si, durant le développement fœtal, Mhm. la maman n'a pas pris suffisamment d'aliments de la peau, c'est-à-dire des oméga 3, des oméga 6, des oméga 7, des oméga 9, et du zinc, et des vitamines A, D, et bref, la nourriture du tissu cutané, à la naissance, le bébé, par une espèce de carence nutritionnelle, il ne faut pas oublier que la femme enceinte nourrit deux êtres, elle et le fœtus, donc il faut adapter, entre guillemets, l'alimentation à cette situation, eh bien, il peut y avoir ce type d'eczéma. Deuxième type d'eczéma, un eczéma qui est plutôt de type allergique ou d'intolérance. Et là, on pourrait se dire, oui, c'est un eczéma provoqué par le lactose ou les œufs, ou bref, là, on est beaucoup plus sur une intolérance digestive. Et puis, vous avez aussi des eczémas nerveux. Et là, je me souviens être dans un congrès où un médecin pédopsychiatre annonce le titre de son intervention: augmentation statistiquement significative de l'eczéma du nourrisson le vendredi après-midi. Alors, on se regarde tous en se disant, ouais, c'est bien un psychiatre, celui-là. Et puis, il continue en disant, de bébés, de parents divorcés, dont le père a la garde du vendredi soir au dimanche. Alors, l'eczéma, le tissu cutané, c'est le tissu qui s'est formé, qui appartient au même feuillet embryonnaire que le tissu nerveux. Mais après, ils se sont différenciés et chacun a vécu sa vie, mais le tissu cutané, ce sont les émotions. C'est un cerveau étalé de nos émotions. Et le bébé, il ne sait pas parler, il ne sait pas annoncer à sa maman, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas aller avec mon papa. Et donc, sa manière de s'exprimer se fera par une flambée eczémateuse. Et si à ce moment-là, le médecin ou un pédiatre dit, Madame, je vais vous donner une crème à la cortisone pour l'eczéma, eh bien, on n'a strictement rien compris. Et voilà que la souffrance morale n'est pas traitée et ça ouvre la voie, des années plus tard, à d'autres pathologies. Peut-être non plus un eczéma nerveux, mais un asthme nerveux. Ou peut-être encore un psoriasis, allez savoir. Mais donc, c'est là où, effectivement, déjà, quelle que soit la nature de l'eczéma, pour calmer la peau, l'apaiser, la soulager, lutter contre les rougeurs, les démangeaisons, l'huile essentielle de camomille noble. Quand je donne un cours de pédiatrie, ma première formule du matin, il y avait déjà la camomille noble. À midi, on était toujours aussi et toujours avec la camomille noble, et le soir, encore, que ce soit pour un érythème fessier du nourrisson, que ce soit pour un eczéma, pour que ce soit... Enfin bref, c'est l'huile essentielle qui convient à tous les êtres vivants qui ont une hypersensibilité au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau du comportement. D'ailleurs, c'est comme en homéopathie. Camomilla, c'est pour le bébé qui exprime sa colère. C'est vrai. Et la camomille noble, c'est le lâcher prise. C'est le calme alors qu'il y a eu la tempête. C'est le calme qui revient. Et tout s'arrange. Et en plus, donc elle agit sur les émotions, sur la peau, au travers de la peau et au-delà de la peau. D'accord. Mais il a aussi une action anti-inflammatoire. Ah ben oui, l'eczéma, c'est un phénomène inflammatoire. Et elle a une action antiprurigineuse. Donc, lutter contre les démangeaisons. Donc, avec une huile essentielle de camomille noble, on couvre déjà presque la totalité des besoins d'eczéma. Bon, elle est un peu chère, mais c'est pas grave. Ce n'est pas une dépense, c'est simplement le meilleur des investissements. C'est tout simplement camomille noble. Et on respecte toujours la dilution. La peau eczémateuse est enflammée.
Donc là, eh bien, je ferai certainement une dilution à 50%. Ou même de 30 à 50% en fonction de l'âge du bébé. Et on fera 3 applications par jour. Bien sûr, avec ce que j'ai dit précédemment, il y aura des actions de terrain à mener. Agir sur l'alimentation, sur la nutrition de la peau, ou sur, si on comprend que c'est d'un point de vue émotionnel, eh bien, travailler, bien sûr, sur ces troubles comportementaux. Et en général, le psoriasis que vous avez cité intervient plutôt chez l'adulte, le jeune adulte ou l'adulte, mais rarement chez le bébé, je crois, sauf erreur de ma part. Rarement. Parce que là, si vous voulez, on pourrait classer le psoriasis comme étant une pathologie auto-immune, qui est très fortement rattachée aussi, je dirais, aux émotions, au vécu de la personne. Et je dirais de manière un peu simpliste, si l'eczéma nerveux pourrait être la conséquence d'un choc nerveux affectif qui pourrait presque en être traumatique pour le bébé, autant le psoriasis pourrait être, eh bien, un des facteurs déclenchants pourrait être un double trauma, un double choc affectif, émotionnel, qui aurait fait déclencher, vous savez, l'immunité, la peau, c'est fortement rattaché à tout ce qui nous touche au plus profond de ce que nous sommes, de notre être, de notre essence, des émotions. Le pire ennemi de l'immunité, c'est un stress négatif sur une longue période. Identifier cette double émotion, ce double choc, ça ne va pas être évident. C'est là où normalement un médecin de famille, écoutez, c'est très simple. Moi, je connais une famille, 4 enfants. L'aîné part d'un cancer jeune. La deuxième internée, cause folie jeune. La troisième, psoriasis. Et le quatrième, arrêt cardiaque en pleine nuit, entre 30 et 40 ans. Venir dire que le psoriasis, c'est juste de la dermatologie. Quand on voit l'environnement, on se dit, mais quel est le facteur identique qui, chez chacun de ces individus, s'est exprimé sous des formes différentes? Et ça manque cruellement. Actuellement, dans notre médecine, on a des numéros. Oui, mais nous avons une famille, on a un environnement, on a notre alimentation, on a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, et ainsi de suite. C'est le médecin de famille, il n'y en a plus. Et lui, en rentrant dans une maison voir un patient, il savait presque déjà ce qu'il allait trouver. Évidemment. Sacré. Alors, sur les bébés, on demande aussi sur les poussées dentaires. Après, on passera à l'adulte. Sur les poussées dentaires. Écoutez, je vais vous dire, très simple, camomille noble. Oh non, c'est pas vrai. Oui, encore. Si vous voulez, le laboratoire dont je suis le fondateur, eh bien, fait un petit mélange vendu en pharmacie qui s'appelle poussée dentaire. Incroyable. C'est une synergie d'huile essentielle dans des huiles végétales et vous en mettez une goutte, la maman met une goutte sur son doigt et va masser la gencive à l'endroit même où se trouve la douleur. D'accord. Mais vous pourriez obtenir le même résultat avec la camomille noble parce que, si vous voulez, ce que je n'ai pas encore dit de la camomille noble, c'est qu'elle est pré-anesthésiante. Donc, c'est une merveilleuse antalgique neurotrope. Et qui en plus va calmer le bébé qui est plutôt dans une colère parce qu'il a mal et il en a marre d'avoir mal par ses poussées dentaires. Donc ça veut dire que sur le psoriasis aussi, on pourrait mettre, sur le cuir chevelu, on pourrait mettre de la camomille noble sur le cuir chevelu directement pour calmer l'inflammation, la douleur, etc. Bien sûr, en diluant toujours. On dilue. C'est comme sur la gencive de bébé, une goutte de camomille noble, au minimum 2 ou 3 gouttes d'une huile végétale comme l'arnica, super l'arnica dans ce contexte-là, et vous massez. Bien sûr, le bébé va tirer un peu la grimace parce que la saveur de la camomille noble, c'est pas topissime,
hein, mais il vous remerciera rapidement parce qu'il en sera soulagé dans les 3 minutes qui suivent. Hein. Et on passera une bonne nuit, hein, et on se réveillera 3-4 heures après pour le remettre un petit peu, un petit coup sur les gencives. Et quand vous le mettez au lit, ben, vous lui donnez 3 granules d'arnica 30K ou 9CH parce que c'est aussi le remède des poussées dentaires. Alors après, on va passer, parce que le temps passe merveilleusement bien et avec plaisir avec vous, mais on a quand même d'autres tranches de vie, hein, à explorer avec vous. Et l'autre ouvrage des éditions Amiris que vous avez fait aussi, qui est magnifique, c'est Guide pratique d'aromathérapie familiale et scientifique. Pourquoi vous voulez le nommer scientifique? Ah, parce que, si vous voulez, l'aromathérapie, eh bien, est parfois pris de manière très légère ou galvaudée. Hein. Ouais. Quand vous voyez un produit dans les grandes surfaces, Palmolive aromathérapie, Aïe, aïe, aïe. aïe. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait mal. Pour souffrance. Hein. Et puis aussi parce que très tôt, dans un congrès, c'était il y a plus de 30 ans, hein, plus de 30 ans. Bon, eh bien, je donne une conférence et puis un prof de fac, publiquement, me dit « Ah, l'aromathérapie, pour que ça marche, il faut y croire. » Oh merde. Ok. Donc, il pense qu'on est dans une espèce de foi, hein, ou de secte, ou dans une croyance au minimum, où vraiment, les huiles essentielles, c'est comme l'homéopathie, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc, si vous voulez, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, pour qu'on en arrive à ce que ce soit une réelle thérapie, hein, efficace, à l'identique de ce que donnerait le médicament, je me suis dit, le seul moyen, c'est d'éduquer, enseigner, diffuser des informations scientifiques avec la base, la matière première, la biochimie. Et donc, ça, c'est l'huile essentielle, c'est un médicament naturel, c'est incontestable, on en trouve encore une vingtaine dans la dernière édition de la pharmacopée européenne. Ouais. Donc, d'ailleurs, hein, on pourrait, faites votre devoir, allez regarder un petit peu le vinaigre des 4 voleurs utilisé dans les grandes épidémies de peste en Europe au XVIe siècle. Mais le vinaigre des 4 voleurs, ce ne sont que et rien que des plantes aromatiques qui ont libéré leur essence alors qu'elles étaient mises en macération dans une solution vinaigrée. Et cette formule, cette recette magique, du jour au lendemain se retrouve transcrite dans la pharmacopée française et y reste pendant plus de 300 ans. Hein? Il a bien raison. Hein? L'antibiotique ne vivra même pas centenaire. Il est né en 1937, mais en 2037, il y aura tellement de résistance que, ou alors les huiles essentielles permettront à l'antibiotique de continuer sa vie. Voilà. Why not? Et donc là, vous avez voulu, oui, c'est vrai, merci pour l'exemple du vinaigre des 4 voleurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez marquant, c'est vrai. Et donc là, vous avez voulu faire une espèce de répertoire par pathologie, avec l'acidité gastrique, l'acné rosacée, les acouphènes, les algies, enfin, il y a énormément de thématiques, c'est d'une richesse incroyable et c'est simple, c'est-à-dire que vous ne compliquez pas les choses, hein, vous donnez la pathologie, le mode d'emploi, l'avis du professionnel et les derniers conseils. Voilà, tout est bien fait, tout est très 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 clairement édité. Alors, vous l'avez, j'imagine. Hein, je reste là. Regardez, j'en ai un aussi. Ah ben, vous avez des très très bonnes relations, vous. En russe? Non, mais je rêve. Oui, tout à fait. En russe. Attention. Avant que Poutine ne fasse des siennes, je devais aller enseigner pour la première fois à Saint-Pétersbourg à 200 pharmaciens, thérapeutes et médecins russes. Quel dommage. Ah, mais deux livres étaient déjà lancés, quoi. Bon. Mais donc, effectivement, un autre éditeur qu'Amiris, en regardant le livre, on a dit, écoutez, ça c'est le routard de l'aromathérapie. Ce sont les bonnes adresses où vous devez vous arrêter. Et donc, oui, il y a l'origan, il y a la menthe poivrée, il y a la lavande aspic, il y a les licrises italiennes, juste une douzaine. Avec 12 huiles essentielles, vous agissez sur une centaine, vous pouvez créer une centaine de petits mélanges, autant de gouttes de la première, autant de gouttes de la deuxième, autant de gouttes de la troisième,
Et la quatrième, c'est une huile végétale. Et avec ça, vous couvrez l'ensemble de tous les symptômes et il y a 300 pathologies, symptômes qui sont référencés dans ce petit pamphlet, comme diraient mes amis québécois. Voilà les huiles essentielles que vous citez. Avec ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais comment vous avez pu rendre aussi simple cette complexité? Parce que c'est d'une richesse et d'une immensité. Et vous l'avez simplifié. Vraiment, c'est un alors, c'est une vulgarisation et qui reste rigoureuse et scientifique. C'est dans le titre de l'ouvrage. Oui. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, c'est assez bizarre, mais 50% des personnes vont utiliser des produits finis, commercialisés par le laboratoire, mais des produits, des synergies dans quelques supports prêts à l'emploi. Mais 50 autres % des utilisateurs aiment, apprécient de faire le petit mélange. Je vais prendre tel flacon et mettre autant de gouttes, et tel autre flacon et en ajouter autant. Alors, l'automédication, c'est super, c'est très bien, mais essayons de les accompagner, de les guider pour que ce soit pas trop fort en dose, que la peau ne soit pas irritée, que la dilution soit la bonne, et que, bien sûr, la recommandation, la posologie, donc le nombre de gouttes et la voie d'administration, et le nombre d'applications soit bien précisé. C'est vraiment ça. C'est un mode d'emploi qui ne perd rien en valeur par l'efficacité, mais ça a permis de diffuser. Il est traduit en italien, en anglais, même en flamand. Enfin bon. Non, pas en flamand, on n'exagère pas quand même. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans un pays bilingue, donc. Ouais, c'est ça. Et vous dites donc que certaines des formulations sont déjà prêtes dans le laboratoire dont vous avez été l'initiateur. Voilà, tout à fait. Quel laboratoire? C'est quoi mais le fait de prendre un flacon d'huile essentielle, de compter le nombre de gouttes à un autre, on est déjà presque dans un processus d'auto-guérison. C'est comme si, se sentant responsable de notre santé ou de la santé d'un autre, on a un geste qui crée quelque part le remède qui apportera d'autant plus de bienfaits que on se l'est créé soi-même. Et donc, cet ouvrage que vous avez nommé familial et scientifique, j'ai bien compris, familial parce que ça peut aider évidemment en collaboration avec celui-ci, évidemment, ça peut soigner toute la famille, les amis, les cousins, etc. Et tout à l'heure, j'ai vu passer une question, pardonnez-moi, sur les parasitoses. Peut-être en dire, c'est vrai que c'est un mal qui, à mon sens, est de plus en plus qui se développe de plus en plus par la mauvaise alimentation, la mauvaise hygiène de vie, peut-être les modes de conservation et les modes de cuisson qui ne sont pas de bonne qualité, des produits, des traçabilités qui ne sont pas... Bon, bref, on a compris. Peut-être nous donner un mot sur j'ai la parasitose intestinale et vous conseillez titri, camomille noble, bois de haut et huile végétale de noyau d'abricot. Donc, ça, c'est sur une parasitose. Est-ce que c'est une parasitose en général ou c'est sur une parasitose spécifique? C'est plutôt une parasitose générale. Que ce soit une parasitose au niveau des intestins, une parasitose au niveau de la peau, ou quelle qu'en soit la localisation, c'est un spectre large. Bien sûr, quand on a un spectre large, il manque peut-être celle qui serait plus ciblée sur la nature même du parasite, parce qu'un parasite cellulaire, c'est pas un parasite intestinal, c'est pas un parasite, un ectoparasite, parasite cutané. Donc, mais effectivement, il y a des moyens d'action sur tout type de parasites et on peut penser aussi à cette fameuse tique. La tique, c'est un acarien. Et la gale est aussi provoquée par les acariens. Ça revient la gale, elle revient en force. Oui, elle revient. On lui a ouvert une voie, une autoroute pour qu'elle puisse revenir, évidemment. Et donc, oui, parce qu'on est dans un monde où malheureusement l'hygiène, malgré tous les moyens dont on dispose, l'hygiène parfois un peu douteuse et le parasite en profitera, bien évidemment. Mais donc, sur les acariens, tels que gale ou tique, là encore, il y a
avec des huiles essentielles, des moyens de répulsion. C'est comme pour le pouls de tête, évidemment aussi. Ne pas attendre d'être parasité, surtout si l'on entend qu'il y a un risque évident par l'environnement ou par d'autres patients qui ont déjà la parasitose. Et donc là, déjà, ne fût-ce que au niveau du pouls de tête, beaucoup de mamans savent que l'huile essentielle de lavande vraie ou l'huile essentielle de lavande daim, eh bien, le matin et le soir, on en met une petite goutte au niveau de la nuque, on en met une petite goutte au niveau des tempes ou derrière les oreilles. On le fait gentiment et ça va déjà engendrer une action de répulsion par rapport à ce type de parasite. Pour, je dirais, la tique, eh bien là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment une synergie d'huile essentielle. Mais il y a un produit, entre autres, et qui porte le nom de Allergoforce. Allergoforce, un spray environnemental que l'on peut appliquer sur les vêtements lorsque l'on sort ou on fait des balades en forêt ou dans des prairies avec des herbes hautes, enfin dans un lieu où le parasite, la tique, se retrouverait majoritairement présent. D'accord. Là, je vois que sur justement ces parasitoses, vous parlez des oxyures, des vers intestinaux, etc. Et c'est vrai que on a perdu cette habitude pour beaucoup de comment on appelle ça, de enlever les oxyures. Action dépurative, de drainage, de... Non, enlever les oxyures. Le mot m'échappe. Vous savez un parasitifuge. Je ne sais pas pourquoi le mot m'échappe. On avait les vers intestinaux, les oxyures, les enfants qui se grattent le derrière, etc. Oui. On devait les vermifuger. Voilà, je cherche le mot. Ah oui. Voilà. Et donc, avec ces huiles, là, vous parlez de capsules. Une capsule 3 fois par jour. Sous quelle forme? Purger, merci. Purger, vermifuger. Merci les amis. Vous parlez d'une capsule. Avaler une capsule 3 fois par jour avec une boisson fraîche. Comment formulez-vous ça, s'il vous plaît? Alors, n'importe qui aurait des gélules vides. Eh bien, pourrait mettre 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle d'origan, par exemple. Rajoute un petit peu d'huile d'olive pour remplir la capsule, referme la capsule et avale la capsule. C'est aussi basique. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on pourrait très bien utiliser la voie orale sous une autre forme. Prendre une boulette, faire une petite boulette de mie de pain, dans laquelle vous auriez mis 2 gouttes d'origan avec 3 ou 4 gouttes d'huile végétale, vous l'avalez. Maintenant, c'est sûr que au contact de la bouche, laissez l'origan sur la pizza, sans manger de pizza, vous en aurez toute l'intensité de l'origan. Donc, c'est pour ça qu'on prépare industriellement des capsules d'origan, des capsules molles dans lesquelles il y a 75 mg d'huile essentielle d'origan et avec un peu d'essence de citron pour favoriser la tolérance hépatique de l'origan, le tout étant dilué dans une huile végétale pour dire j'avale pendant le repas de préférence pour améliorer la tolérance digestive. Les beaux jours vont bientôt arriver avec son lot de nouveaux soleils et on n'est pas sans savoir que chaque fois qu'il y a une apparition du soleil, les nouveaux soleils déclenchent très souvent des petits herpès labiaux. C'est ce petit bouton de fièvre qui apparaît assez souvent sur les nouveaux soleils, sur les nouveaux prises de soleil. L'herpès, vous le traitez avec la menthe poivrée, Ravinsara, lavande aspic et toujours avec l'huile végétale de noyau d'abricot. Est-ce que vous le préconisez en prévention ou dès que les picotements arrivent? Alors, si vous avez des patients qui ont un herpès chronique, je vais travailler l'immunité. Donc, je vais faire prendre par voie orale des capsules dont l'objectif sera de remonter les défenses naturelles pour que le virus HSV1, le virus labial, ne puisse pas s'exprimer au travers d'un bouton de fièvre parce que lui aurais barré la route dès le départ au niveau de l'immunité. Ceci étant dit, si vous avez un herpès chronique, on peut
2 fois par semaine, mettre un petit peu de menthe poivrée ou de tea tree localement, mais c'est plutôt sur le terrain que l'on fera la meilleure prévention. Ceci étant dit, tout le monde sent ou ressent le bouton de fièvre qui arrive. Dans le miroir, on ne le voit pas encore. Mais ce soir, il est là, il est là, il est là. Demain, je l'ai, c'est bon. Si, dès les premiers picotements, vous intervenez avec la menthe poivrée ou avec le tea tree ou encore mieux un mélange des deux et vous en appliquez toutes les demi-heures, toutes les demi-heures, parce que le soir, vous avez justement un rencard. Et c'est justement parce que vous avez un rencard, ça vous a foutu une pression de malade pendant plusieurs jours. Ah là, m'en parlez pas. Les se sont abaissés et du coup, vous avez de chou-fleur au niveau de la lèvre. Taisez-vous, c'est des mauvais souvenirs, ça. Ah non, je veux pas en entendre parler. C'est trop vécu, ça. Alors, mais si vous le faites effectivement de manière, vous pouvez le faire une douzaine de fois sur la journée, vous empêchez, vous détruisez l'herpès virus en moins de 12 heures de temps. Il démissionne, là, drapeau blanc, il rentre, il repart. Moi, je mettais du laurier noble. Très bien. Très bon antiviral. Et antalgique, donc antidouleur. Donc, super. Très bien. En temps, je savais pas si c'était un petit peu Ravinsara. Le Ravinsara, c'était bien, mais ça laissait sortir. Il y a des nuances comme ça, un laurier pour le bouton de fièvre, laurier noble, ou alors dans la même catégorie de joueurs, entre guillemets, vous avez le niaouli. Oui. Niaouli, laurier noble, ou alors tea tree, palmarosa, ou alors menthe poivrée. Et donc, si je mets la menthe poivrée, c'est parce que j'ai une publication scientifique qui vient dire que, aussi bien sur un herpès labial qu'un herpès génital, en moins de 12 heures de temps, eh bien, le virus est mort. Ah oui, carrément. Carrément. Oui, une activité virucide. D'accord. On le détruit. Enfin, Donc, mais c'est vrai qu'on a des sensibilités particulières et c'est vrai que sur certains, le tea tree, je parle de l'herpès labial, mais ça se décline aussi sur d'autres choses. Certains me disent ah non, le tea tree ça marche super bien sur moi. Le Ravinsara, et donc il y a des sensibilités à nous d'explorer. J'ai découvert avec plaisir le niaouli et le laurier noble et c'est fini. C'est vraiment ça. Et je bénis les huiles essentielles. On avance. Alors aussi pour le zona, dit Charlotte. Point d'interrogation. Ah ben, Zona, c'est même joueur que herpès virus. Donc, sur des austères, menthe poivrée, tea tree, un peu de camomille noble pour la douleur. Mais vraiment, rien qu'avec la seule huile essentielle de menthe poivrée sur un Zona débutant, très, 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 très bon. Et aussi sur la douleur, parce que la menthe poivrée, c'est aussi, en plus d'être anti-zostère, c'est antalgique, antidouleur puissant, quoi. Donc vous nous dites que on sent c'est quand même assez, c'est autrement plus douloureux que l'herpès labial évidemment. Donc on sent le zona, avant que les vésicules n'arrivent, déjà la douleur, on peut mettre. Oui, bien sûr. Localement, sur place, il n'y a pas de problème. Et répéter souvent, 6 à 8 applications par jour. D'accord. Et c'est, bon, si vous voulez, la particularité de l'herpès labial ou du zona, c'est de se placer sur un trajet nerveux. Et donc, il faut prendre une huile essentielle antivirale qui est particulièrement neurotrope. Et en cela, la menthe poivrée, c'est la grande huile essentielle de toutes les douleurs qui se retrouvent sur un tissu nerveux. Pour une sciatique, la menthe poivrée pour gérer sa douleur. Sur le bas du dos, sur la fesse, sur la jambe, à quel endroit? Vraiment sur le nerf sciatique, là où se trouve la douleur. Et peut-être bien même presque au niveau de la colonne vertébrale, le nerf. Vraiment, c'est excessivement performant et il faut presque en appliquer autant de fois que de besoin en fonction de l'intensité de la douleur. Merci Pascal pour ce témoignage. J'en profite pour partager que mon cousin aux USA a été traité en radiothérapie pour un cancer langue-gorge. Oh là, c'est un cancer méchant en plus. J'ai conseillé lavande vraie et ou niaouli sur la peau. J'ai reçu des messages pleins de gratitude. Voilà, Dominique, vos émules. Ah oui, et zona dans l'œil. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, je lève la main. Je vais dire, écoutez,
zona, au vu des risques Bien sûr. de séquelles au niveau de la vue, là, je reconnais les huiles essentielles et les pathologies de l'œil, c'est pas pour nous. Mm. La muqueuse de l'œil et l'œil Mm. sont difficilement compatibles avec un quelconque usage d'huile essentielle, mais en complément du médicament qui pourrait être administré, vous avez la zone, je dirais, au-dessus du sourcil, vous descendez le long de la tempe et vous pouvez même descendre en dessous de l'œil, avec bien sûr du titri et du ravinsara, ou titri et laurier noble. Titri et laurier noble, c'est le parfait mélange, voire même un chouïa de menthe poivrée. Oui, d'accord, vous allez larmoyer davantage parce que la menthe poivrée est lacrymogène. Hein. Si vous devez pleurer un enterrement par obligation, bien, une goutte de menthe poivrée sous l'œil, là vous ferez un grand effet, hein, parce que vous allez verser des larmes de crocodile. N'en faites pas trop, s'il vous plaît, ça va. Alors ce sera bon, pour les comédiens alors, hein, pour les comédiens dans certaines scènes. D'accord. Bon, ben voilà, oui, effectivement. On finit sur cet ouvrage avec votre permission sur il y a le printemps qui va arriver, les allergies avec son lot d'allergies. Peut-être un petit conseil sur le. Est-ce qu'on peut avoir des inhalations systématiques qui nous permettent avec un diffuseur ou avec des petites flammes ou je ne sais quoi, quelque chose qui nous permet de prévenir nos sorties. On part de pleurer et d'éternuer, oui. Avec ça, on va y aller, quoi. Alors, l'allergie, c'est quand même un domaine, on peut parler presque, enfin, c'est une pathologie immune, hein, on est bien d'accord, presque auto-immun, on n'est pas bien loin. Mais donc, les huiles essentielles, dont la biochimie nous montrerait une certaine classe de molécules, sont qualifiées d'antihistaminiques. D'accord. Donc, on peut clairement les utiliser dans tout symptôme allergique. Ça, c'est vraiment dans le symptôme allergique immédiat. Hein, on peut agir en urgence sur un asthme allergique, sur une réaction cutanée allergique. Maintenant, si vous avez un édème de Coinck, hein, désolé, faut passer à autre chose. Hein, on est bien d'accord. Hein, on veut pas jouer dans cette cour-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que chez le patient allergique, une administration par voie orale dans le mois qui précède l'apparition de la présence de l'allergène dans la nature, par exemple, permet de freiner la sévérité du symptôme allergique. D'accord. Et d'en réduire la fréquence et la chronicité. Mais là, on est parti sur des protocoles de 3 semaines sur 4 pendant aisément 6 mois. Et en plus, on va combiner l'usage de ces huiles essentielles avec de la gémothérapie qui, sur un grand nombre d'allergies au niveau du terrain, eh bien, nous montre des possibilités vraiment on ne peut plus intéressantes comparativement à ce que le monde du médicament nous offre. Et donc là, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou un peu plus, l'huile essentielle de Tanésie annuelle, la Tanésie annuelle, hein, et non pas la Tanésie vulgaire qui est toxique, hein, mais la Tanésie annuelle a une coloration bleu foncé. C'est une antihistaminique incroyable, aussi bien par voie cutanée que par voie orale. Et on va bien sûr la diluer à 20 ou 30% dans une huile végétale de calendula, par exemple, pour des applications d'allergie cutanée localement. Est-ce que vous préconisez quand même les diffuseurs? Est-ce que pour vous, ça pose problème? Très souvent, on dit qu'il faut faire attention à ne pas diffuser trop. C'est vrai qu'on a tendance à brancher le diffuseur, à l'oublier toute la journée, et donc avoir peut-être une surcharge d'informations avec des huiles essentielles diffusées. Quel est l'avis du professionnel? Alors, je vais dire que je ne connais pas un remède que l'on puisse recommander du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Un remède, ça s'utilise quand on en a le besoin. Soit un besoin de prévention, mais vous ne devez pas prévenir de la grippe du 1er janvier au 31 décembre. Hein.
J'espère, vous n'avez pas vous prémunir ou prévenir d'un stress qui serait du matin, enfin 24 heures durant toute l'année. Ouais. J'espère pour vous. Donc, effectivement, la diffusion Oui. atmosphérique a des avantages et des inconvénients. Je parle de l'inconvénient, en premier lieu, c'est que vous n'obtiendrez jamais par mètre cube d'air, ou dans l'air tout simplement, une concentration, une dose d'huile essentielle qui soit suffisamment puissante que pour détruire un virus que vous auriez, ou pour détruire une bactérie d'une bronchite, ou pour traiter une inflammation d'une articulation. Non, ça c'est pas possible. D'accord. Par insuffisance de dose. Par contre, une huile essentielle antivirale, antibactérienne diffusée dans l'atmosphère va débarrasser l'air de microbes. D'accord. Et donc, vous respirez un air assaini qui, chez des personnes dont l'immunité s'en trouve être faible et donc plus fragile d'un point de vue des infections, vont se trouver protégées par la diffusion d'huile essentielle anti-infectieuse dans l'air. D'accord, c'est dans ce sens-là et un tout petit peu moins thérapeutique que l'application cutanée ou orale ou autre. D'accord. Oui. Donc, c'est beaucoup plus dans la prévention. D'accord. Et certainement pour les seniors, dont on sait très bien que l'âge venant, mais beaucoup de systèmes organiques et autres se fragilisent, ben oui, sont moins performants. C'est la vie, hein. Ce que je faisais il y a 30 ans. Je fais peut-être mieux d'autres choses, mais pas... Bon, toujours est-il que, effectivement, la prévention chez le senior prend le dessus. Et surtout aussi au niveau du terrain, parce que finalement, on a peut-être moins d'infections virales, mais on a plus de pathologies inflammatoires. Ah, j'ai une raideur par-ci, j'ai une inflammation à mon genou, et ma hanche aujourd'hui, c'est pas bon. Enfin bref, et donc le terrain, plus sous forme de cure, on a le temps, on pense à la durée, hein, et on va pouvoir contrecarrer, entre guillemets, toutes les pathologies douloureuses, inflammatoires, au fil de l'eau, gentiment. C'est clair. Vous avez évoqué tout à l'heure les éventuelles pertes de mémoire et autres. C'est le moment où on arrive, parce que ça fait presque 1h40, cher Dominique, que vous nous exposez brillamment et avec passion, comme on peut l'entendre, les bonheurs de l'aromathérapie. Vous avez aussi fait cet ouvrage qui s'appelle à votre santé grâce à la Gémeaux aromathérapie. Il a bien fait des bourgeons et des huiles essentielles pour les seniors. Donc voilà, on a brossé pratiquement tout le spectre de la vie. Mémoire, prévention d'Alzheimer, et il y a eu une question sur, hélas, le décès, et donc le deuil, vivre le deuil. Est-ce que l'olfaction, les huiles essentielles peuvent participer pleinement à ce que des événements de fin de vie soient les moins douloureux possibles? La bonne question, déjà au départ, est qu'est-ce qui est donc essentiel à la mémoire? La travailler. Oui, c'est un muscle. Ouais. Donc, un peu d'intelligence artificielle, mais point trop. Ouais, s'il vous plaît. Et ça va anesthésier définitivement votre muscle cortical. Mais, deuxièmement, c'est vrai, jouons au Scrabble. Le Scrabble, il faut compter, il faut chercher des mots, l'orthographe, et enfin bon, bref. Donc, un muscle, ça s'entretient. Le cerveau, ça doit s'entretenir. Bon. Mais ce qui est super important, c'est une qualité de sommeil. Le sommeil, c'est une garantie de préserver une mémoire active, efficace. Et avec l'âge, c'est vrai que les insomnies sont quand même plus fréquentes. Et puis bon, vous avez aussi, pour l'homme en tout cas, tous les troubles prostatiques qui font parfois que certains se lèvent 3 ou 4 fois la nuit. C'est pas bon nécessairement pour le sommeil. Et donc, effectivement, il y a toutes les huiles essentielles contenant la molécule de l'inalol,
Donc, comme le thym chémotype linalol, le bois de rose, ou alors l'essentiel de rose de Damas. Mais là, vous devez casser votre tirelire, hein, parce que c'est 50 € pour 2 millilitres. Oh. Hein. Oui, mais vous faites une dilution à 2%. D'accord. Parce que notre système nerveux, nos émotions, notre cerveau ne réagit pas tant à la dose qu'à l'information odorante véhiculée par l'huile essentielle. Très clair, d'accord. Bon, ok, ben avec 2 millilitres de rose de Damas, vous pouvez faire 1 litre de votre mélange dilué dans une huile végétale qui n'a pas d'odeur, pour ne pas perturber la fragrance de la rose de Damas. Donc le noyau d'abricot, l'amande douce sont très bien parce que très neutres. Et puis, entre guillemets, vous avez pratiqué à des séances d'olfactothérapie avant le coucher. Et donc, vous prenez votre poignet, vous en mettez quelques gouttes, 2-3 gouttes sur la face interne de votre poignet. Vous avez des points réflexes, vous avez un flux sanguin. Et puis surtout, par un petit automassage, vous joignez les mains en cathédrale et vous partez dans une longue et profonde inspiration que vous répétez 3 à 4 fois successivement. C'est comme si vous faisiez une inhalation sèche où la chaleur de la peau va favoriser la volatilisation de l'huile essentielle qui se retrouve être enfermée dans vos mains jointes et dirigée vers l'olfaction. D'accord. Alors, ça, c'est un très bon moyen pour stimuler la mémoire aussi. Non seulement vous passez un bon sommeil paisible, la rose de Damas, c'est l'énergie du cœur. Et voilà, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, le pardon. Bon, il y a eu des tests comme ça. En Allemagne, vous avez dans l'université de Lübeck, je ne sais plus quel nom de professeur, il a un groupe de 40 personnes. Il sépare le groupe en 2. Et il se dit, on va faire un jeu qui exerce la mémoire. Ce fameux jeu qui sont des cartes doubles. Donc, les paires, faire des paires. Et donc, vous apprenez donc à jouer. Un groupe reçoit en diffusion de la rose de Damas, l'autre groupe ne reçoit rien. Tout le monde va dormir. Ceux qui ont reçu et étudié en présence de la rose de Damas reçoivent durant leur sommeil une diffusion atmosphérique de rose de Damas. Ceux qui n'ont rien reçu en diffusion pendant leur apprentissage ne reçoivent rien pendant leur nuit non plus. Et le lendemain, on se met à jouer, on fait des compétitions. Alors, ceux qui ont reçu la rose de Damas pendant l'apprentissage et durant la nuit ont un score de 97%. Ah oui. Ceux qui n'avaient pas reçu la rose de Damas ont un score de 70%. Donc, ils n'étaient pas tout à fait nuls. Oui, mais bon. 70%. Mais le delta, presque de 30% en termes de résultats, vient objectiver et la capacité de la rose de Damas sur le fonctionnement, sur l'activité du cerveau dans un jeu de mémoire. C'est un laboratoire qui avait les moyens, parce que diffuser toute une de la rose de Damas. C'est pour ça que je dis, utilisez le bois de rose. Le bois de rose. Et certains qui en connaissent bien disaient, oui, le bois de rose, mais c'est pas toujours facile à en trouver. Je suis d'accord. Mais faites un effort, vous trouvez vraiment le bois de rose, parce qu'il pourrait dire tout simplement, oui, mais il y a une biochimie très comparable au bois de rose qui se retrouve dans le bois de haut, qu'on appelle le haut wood, le bois de haut. Et là, je peux dire, stop. Non, pas d'accord. La biochimie est très comparable. Mais une huile essentielle, ce n'est pas simplement que de la biochimie. L'essentiel, c'est l'énergie et c'est l'information. Et c'est ce qui caractérise les essentiels. C'est que vous avez en un produit, je dirais, 3 activités qui se cumulent. L'une qui est du type médicament, l'autre qui est d'un type vibratoire, énergétique, et une 4e qui est de type informationnel. Donc,
c'est unique. Je vous mets au défi de trouver une substance qui cumulerait ces 3 types d'activités. Eh bien, avec les huiles essentielles, désolé, ça se passe comme ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que le bois de rose, sur la mémoire, de toute façon, va faire mieux parce qu'elle est plus complète dans toutes ses activités que ce que nous donnerait un bois de haut. Voilà. Et le bois de rose, c'est encore un cran au-dessus. Maintenant, pour bien... Je me souviens, vous voyez, ma mémoire fonctionne, par rapport au décès. Oui. Par rapport au décès. C'est vrai qu'on est très présent dans des unités de soins palliatifs et de plus en plus. Et donc, on accompagne le mourant. Comme n'importe qui pourrait accompagner un parent, un ami qui à domicile est proche de l'issue fatale ou finale, peu importe. Et il est certain qu'à ce moment-là, on utilise ce que l'on appelle des huiles essentielles de passage, qui permettent de travailler sur les émotions. Et là, dans les quelques heures qui précèdent le décès, on va utiliser la rose de Damas, à nouveau elle, toujours diluée. Et on va travailler par le biais de l'olfaction. Vous avez fait votre dilution de rose de Damas dans l'huile végétale et vous en mettez une goutte en dessous de chacune des narines. Et vous répétez l'application 4 à 5 fois sur la journée. Vous pouvez aussi, bien sûr, ça dépend évidemment d'un peu de la pudeur de chacune des personnes, mais vous pouvez l'appliquer sur le chakra du cœur. Parce que la rose de Damas, c'est celle qui ouvre le cœur et qui va permettre à cette personne de se libérer de toutes ces souffrances, morales. Vous savez, de ces vieilles casseroles que l'on traîne toute sa vie. Oui. Et au moment de partir, vous partez avec un bagage léger. Vous prenez un vol, un Ryanair, les bagages, ça coûte trop cher, vous le payez. Donc, rose de Damas. Et quelque part, j'ai une belle phrase qui n'est pas de moi pour qualifier la rose de Damas. C'est la gardienne de l'intelligence suprême, celle du cœur. Ouais. Et quand on part, il faut en arriver, je dirais, la forme la plus extrême de l'amour, c'est le pardon. Parce que pour pardonner à ceux qui vous ont fait mal, il faut avoir une énergie de cœur qui est totalement déployée. Mais c'est le moment pour le faire et ne pas partir avec. Il y a encore, au moment même, dans l'heure qui précède vraiment la mort, alors là, j'utilise une huile essentielle, celle que Marie-Madeleine a utilisée sur les pieds du Christ, sur le dessus des pieds du Christ, au moment où il y a une annonce que le Christ va mourir. Donc tout ça est codé. Il y a un message très important. Cette huile essentielle porte le nom de nard. Oui. Le nard de l'Himalaya, utilisé en Ayurveda. Pourquoi sur le dessus du pied? Parce que sur le dessus du pied, peu de personnes le savent, mais vous avez une zone qui rassemble l'ensemble de tous les chakras. Ah bon? Oui. Et le nard de l'Himalaya est l'huile essentielle qui permet la libre circulation de l'énergie du prana au travers de tous ces chakras. Et en un geste, c'est comme si vous réalisiez une harmonie parfaite. Et la personne se trouve être tellement bien, il y a un tel lâcher-prise que je vais vous dire, elle accueille la mort. D'accord. Elle n'a plus peur, elle n'a plus aucune appréhension pour aller vers ce qu'il attend. Ouais, l'inéluctable. Et voilà. Mais c'est comme si le nard lui avait envoyé un message en disant « N'aie pas peur, voilà ce que tu vivras une fois la porte de la vie passée. C'est quand vous voyez des personnes mourir avec le sourire par l'emploi du nard. C'est un truc à n'y rien comprendre. Là, le rationnel... il faut oublier ça. Il dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Enfin voilà, ce sont vraiment les deux grandes huiles essentielles de passage
que l'on retrouve. Et il y a des témoignages évidemment dans le chat avec Fabienne qui dit le nard est ma favorite pour le passage. Et c'est marrant, Super Carole qui dit qu'elle a accompagné sa maman sur le plexus en lui mettant pas du nard mais de la rose de Damas, pardon. Je l'en ai mis sur le plexus solaire et les poignets. Elle est partie sereinement. Magnifique, c'est témoignage. Quand vous avez un parent qui fait ce genre d'application, alors il y a beaucoup d'humanité déjà, et c'est comme à ce moment-là, si il y avait comme un transfert de la charge émotionnelle du défunt qui se trouvait être livré comme étant déjà de l'héritage de la personne qui va partir par rapport à la personne qui s'inscrit dans la continuité par rapport à la parentalité, par rapport à la famille. C'est souvent, il y a des larmes qui sortent à ce moment-là. Est-ce qu'on peut associer le nard et la rose de Damas? Non. Non. Ah non. Vous les diluez l'une et l'autre dans des huiles végétales, mais c'est ce qu'on appelle en parfumerie un soliflore. Un soliflore, c'est un parfum qui est composé d'une seule fragrance odorante. D'accord. C'est tellement beau, c'est tellement complet. Il n'y a pas besoin d'autre. Toute autre huile essentielle viendrait entre guillemets dénaturer, je dirais, la fragrance parfaite du produit, au point qu'on ne retrouverait peut-être pas la même action sur les émotions, le comportement. Donc Je vais dire une bêtise, mais l'huile végétale de dilution n'altère pas les huiles essentielles. Non, nullement. Mais il faut prendre une huile végétale olfactivement neutre. Oui, j'entends. Le noyau d'abricot ou l'amande douce. Ce sont les deux qui sont... Aucune altération de la... Tout à fait. On dit que chez Pranarome, il n'y a plus de nard. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Plus de nard? C'est parce que chez Pranarome, il n'y a plus de Dominique Baudou. Mais non! Non, le fondateur est toujours dedans, entre guillemets. Mais si vous voulez... c'est plus une entreprise, ça vit aussi, Il y a le stade bébé, il y a le stade adolescent, il y a le stade adulte mature, et puis il y a le stade, et c'est à chaque fois, une entreprise, différentes étapes, différents besoins, différents intervenants. Mais maintenant, je dis tout simplement, le nard, s'il n'y en a plus, c'est parce que c'est une espèce menacée d'extinction. D'accord. Et donc, on ne peut plus logique qu'il faille préserver une plante qui pourrait disparaître de notre planète. Et c'est là la raison pour laquelle, on n'en a pas toujours, mais que la personne suive un petit peu. Il y en aurait peut-être quelques flacons pendant quelques mois, et puis après, on attendra l'année d'après. C'est comme cela, on est avec les cycles de la nature. On vous demande, Dominique, et on va bientôt arriver au terme de ce magnifique webinaire, est-il possible de parler de la pruche? Ah, oui, beau, j'aime. Alors, la pruche, sera l'huile essentielle qui pourra venir remplacer le nard si vous ne parvenez pas à en trouver de ce nard. D'accord. Et la pruche, c'est un conifère. Un conifère, et c'est le dernier arbre. Et puis après, vous n'avez plus que des mousses, la toundra, au niveau du cercle polaire. C'est celui qui a résisté le plus longtemps à des températures particulièrement froides. Et dans la culture amérindienne, si vous voulez, pour accompagner leurs mourants, ils prennent un petit peu de cette résine de cet arbre, la pruche Tsuga canadensis, et cette résine est très riche en essence, et ils mettent, regardez un peu comme la gestuelle est belle, ils mettent cette résine dans la paume de la main gauche de celui qui va partir, et ils font un petit massage en partant du centre de cette paume de la main gauche vers l'extérieur et dans le sens anti-horloger. 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 C'est quelque part, c'est dire, avec la pruche, je disperse la vie,
D'accord. Parce que tu n'en feras plus partie et tu seras ailleurs. Voilà, très bel héritage. Et là, si vous voulez, je parle de ça et de la cruche parce que dans une conférence dans la ville de Québec, à la fin de la conférence, une petite dame d'un très grand âge et une Amérindienne vient vers moi en disant, Monsieur Boudou, pour vous remercier, je voudrais vous partager l'usage que l'on fait d'une de nos huiles essentielles au niveau de nos anciens. Voilà. C'est magnifique. Voilà, le cadeau. Quel cadeau, quel partage. Et c'est ça la richesse de l'enseignement. C'est ça. C'est que mutuellement, on parle de nos expériences et on se nourrit l'un l'autre et ça devient une histoire fabuleuse. C'est magnifique, cette histoire de partage. C'est vraiment splendide. Merci infiniment. Je rappelle une partie de vos ouvrages. On a parlé des petits bibis, des petits bébés. On a parlé de la famille et de la science, si tant est qu'on ait besoin encore de science avec vous. Et on a parlé des seniors. Bien sûr, il y a encore plein de choses à dire et plein de choses à voir, mais ça nous donne ça nous brosse un tableau merveilleux de tout ce que peuvent nous apporter les huiles essentielles, tout ce que peuvent nous apporter dans l'humanité, dans le partage, comme vous le disiez si bien. Et encore une fois, merci aux éditions Amiris de nous permettre, de nous autoriser à avoir ce genre de partage aussi, d'échange, de richesse. Et c'est vrai, ces livres, je vous ai dit, je les ai utilisés sur mes enfants, sur ma femme aux accouchements, sur mes belles-filles, enfin peu importe. Mais donc, et comme pour les livres des seniors, écoutez, je suis dans ma 70e année, et comme dit ma femme, la veille de ta mort, tu seras encore en train de faire un projet. Et oui. Je te demander de plus. Si tout ça m'est offert par les huiles essentielles, on serait bien bête de ne pas les utiliser jusqu'au moment du... Nous sommes formés jusqu'à 120 ans et je vous souhaite jusqu'à 120 ans d'être en merveilleuse santé et à 120 ans de partir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir, communiquez autour de vous, soyez de véritables ambassadeurs ou porte-étendards d'une aromathérapie scientifique qui ne veut que le bien de tout être vivant sur la planète, parce que aussi bien pour le chien, le cheval, que pour les plantes, tout être vivant y a droit au niveau de ces huiles. En tout cas, les remerciements sont bien nombreux sur le chat. Je rappelle que vous aurez accès très rapidement au replay qu'on va rapidement monter et mettre sur le site Amiris que vous avez. Je vous redonne le lien si tant est que vous en ayez besoin, mais il est là. Vous aurez sur la page dédiée à notre cher ami Dominique et vous aurez quelque part le lien pour avoir ce replay que vous pouvez évidemment partager l'Argamanie pour pouvoir en faire bénéficier tout le monde qui ne connaît pas encore cette belle médecine, si tant est que ce soit encore possible. Merci Dominique, merci, prenez soin de vous, on a besoin de personnes. Frédéric, j'ai grandement apprécié votre accompagnement. Ah c'est pas mais c'est tellement facile, j'ai rien à faire. C'était la deuxième fois, on sait bien ce que ça veut dire, jamais 2 sans 3. Donc, alors là, ne me provoquez pas, ça sera avec grand plaisir. Bénédicte, le message est lancé. Dominique est d'accord. Avec grand plaisir. Prenez vraiment soin de vous et continuez à nous partager des choses parce que c'est vraiment une merveille, c'est une bénédiction que d'avoir, bénédiction, que d'avoir des personnes comme vous à nous partager. Je vous embrasse très fort. Je vous serre très fort dans mes bras, toutes et tous. Un bon hug à la nord-américaine pour pouvoir partager, ou à la Ama, c'est encore mieux, pour pouvoir partager cette énergie. Et sur ce, faites de beaux rêves. J'y compte bien. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci à Bénédicte.